On va peut-être commencer avec Fabrice. Pourquoi ce film ? Quand, en fait, pour vous dire un peu comment ça se passe, on a une liste de films que j'ai soumise à Fabrice. Et le temps d'envoyer la liste à Fabrice, j'avais déjà sa réponse. Il m'a dit, je veux montrer Le Tic du Bengale. Pourquoi ? Oui, alors, c'est sûr que j'aurais pu choisir un autre film, parce que dans la liste que tu m'as envoyée, il y avait des films absolument admirables. Mais ce film-ci est particulier à mon cœur, parce que je l'ai vu quand j'étais jeune homme, je l'ai transmis à mes enfants. Mes enfants l'ont vu de nombreuses fois, malheureusement jamais en 35 mm, mais c'est un film que donc j'ai une intimité avec ce film. J'ai une intimité avec ce film parce qu'à mon avis, c'est un film particulier dans la carrière de Fritz Lang. Bon, alors après, quand on voit ce film pour la première fois, on est juste subjugué par la mise en scène, l'aspect monumental du film. C'est un diptyque, hein, donc il y a Le Tigre du Bengale, mais il est accompagné généralement de la deuxième partie, qui est Le Tombeau hindou. Et les deux films forment vraiment une entité très particulière qui est un peu à l'image de Fritz Lang, qui est toujours tiraillé entre l'aspect monumental de son travail, donc Metropolis et d'autres, et ces films plus épurés, plus secs, plus rigoureux, plus exigeants. Donc il y a un peu ces deux côtés dans ce diptyque. Ici, on est clairement dans la phase monumentale, la phase extravagante. C'est un diptyque qui est ce qu'on appelait à l'époque, donc on est à la fin des années 50, ce qu'on appelait les sérials exotiques. Donc ce sont des films, encore une fois, très d'aventure, avec mille et une péripéties, avec des personnages qui sont assez unidimensionnels, qui annoncent Hergé, hein, clairement. Hergé était déjà là avant, mais qui annonce clairement Tintin au Tibet, ou même 20 ans plus tard, Le Temple maudit et Indiana Jones. On est vraiment dans ce genre de truc. Donc c'est un film qui a énormément, il y a un côté enfantin d'aventure, mais qui ne s'exonère pas forcément des obsessions langiennes. Fritz Lang est obsédé par le mal et la soif de pouvoir, et vous verrez que le film convoque absolument ce thème-là. On va parler avec Jean-Pierre de la technique en fait de ce film. Vous allez voir que le film a une technique très particulière. Il a été tourné en Technicolor. Vous allez voir à quel point les couleurs primaires sont folles, mais folles, presque comme ceux qui ont expérimenté le LSD vont renouer avec le LSD. J'aimerais simplement vous dire une dernière chose avant de laisser la parole à Jean-Pierre, c'est que Fritz Lang, je pourrais en parler pendant un moment parce que c'est un metteur en scène qui m'obsède, qui a une attitude, une carrière qui a commencé dans les années 20 et qui termine là, c'est son avant-dernier film, parce que il ne fera plus qu'un film après avec le même producteur, donc c'est ce qu'on appelle la deuxième période allemande de Fritz Lang. Mais ici, ne vous laissez pas juste avoir par le côté neuneux du film, parce qu'effectivement, le film c'est un roman d'aventure, il a quelque chose d'assez désuet en fait. Mais le film convoque un réalisme magique qui est assez extravagant. Il y a une espèce de irréalité en fait. Le film traverse les âges et traverse les époques aussi parce que Fritz Lang, comme Wyler ou comme Hitchcock ou comme d'autres grands metteurs en scène qui viennent du muet, est en pleine possession en fait de l'outil cinématographique. Donc c'est-à-dire que l'image passe toujours avant la psychologie. Mais ici, l'image va encore plus loin, c'est-à-dire que l'image tend vers le mythe et carrément vers le magique. Vous allez voir, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est absolument remarquable. Jean-Pierre, je te laisse parler de la technique. Mais en fait, tu nous donnes réellement envie de voir le film après ce que tu viens de dire. Alors, tu nous as fait l'honneur de choisir le film. Eh bien, nous, on va te le montrer dans sa forme originelle, exactement comme Fritz Lang l'a voulu en 1959. Et donc, figure-toi que c'est le 5e film qu'on projette
en pellicule, et c'est 5 formats images différents, et c'est aussi 5 systèmes sonores différents. Donc et t'inquiète pas, hein, on a de la réserve. Et donc on tenait réellement à vouloir présenter dans cette salle, sur un écran cinémascope, des films dans leur forme originelle. Quelle est la forme originelle du Tigre du Bengale? Eh bien, je pense que sans explication, dans les minutes qui suivraient le début de la projection, vous vous poseriez plein de questions. D'abord, c'est une version française. Est-ce sérieux de montrer un film, soi-disant en VO, en version française? Ensuite, c'est un film qui sera projeté au format Académie. Alors, le format Académie, c'est l'ancien format carré. Fritz Lang a réalisé 40 films dans ce format-là, jusqu'au jour où il s'est vu confier la réalisation de films en cinémascope. On en parle très rapidement, mais c'est important, et ça va permettre de comprendre pourquoi Le Tigre du Bengale est dans un format Académie totalement obsolète en 1959. Et comme tu l'as dit, c'est un film en Technicolor, mais Le Tigre du Bengale, c'est une production allemande. On ne produit pas de film allemand en Technicolor. Donc il y a plein de problèmes que j'aimerais très, très, très rapidement survoler. Alors, mais attends, avant de vous parler de la version, je suis obligé de vous parler de la guerre des formats entre les majors, pour expliquer pour quelles raisons Le Tigre du Bengale est en Académie. L'Académie, c'est donc un format presque carré. Hein. On va l'appeler le format presque carré. En 1955, Fritz Lang est à Hollywood. Il tourne pour la MGM Moonlight, les contrebandiers. Oui, c'est Moonfleet, pardon. C'est Moonfleet. Les contrebandiers de Moonfleet, et en fait, c'est une commande de la MGM, et il est obligé, il est contraint de le réaliser en cinémascope. Le problème pour Fritz Lang, c'est qu'il a réalisé 40 films en Académie. L'Académie, format carré, signifie que la zone de l'action, l'espace scénique s'inscrit en profondeur. Le format carré ne permet pas une image et une mise en scène latérale. Donc Fritz Lang est obligé de concevoir une mise en scène en profondeur. Et tu as parlé de Metropolis. Eh bien, Metropolis, c'est un film où il y a une profondeur de champ extraordinaire. Il en a besoin pour le passage de ses récits à la composition d'une image. Du jour au lendemain, il se retrouve à la MGM, obligé de concevoir un espace scénique latéral où le procédé cinémascope n'offre pas ou très peu de profondeur de champ. Et avec l'accord de Fabrice, avant la projection du film, on va vous montrer 2 minutes d'un film de Mario Bava en cinémascope, et vous allez comprendre que pourquoi Fritz Lang ne voulait pas des paramètres propres au cinémascope. When day shall turn to night. Have you the courage to venture beyond the gates of Hades? No one's ever returned from the realm of the dead. But Hercules dares the great adventure. This center of the earth which no mortal has ever reached guards the secret for the saving of mankind, now in the hands of the forces of evil. But Hercules must reach the center of the earth. Hercules in the center of the earth. A film of mystery, a film of thrill, a film of terror. Hercules in the center of the earth. Tu vas nous montrer aussi les 21 secondes qui manquent de cette copie dans la léproserie. Alors, oui. Parce que je fais une petite parenthèse sur la léproserie, vous allez voir, maintenant, c'est dans le tombeau de... Non, c'est dans les deux. C'est dans les deux? Oui. Non, mais il y a surtout la scène dans la léproserie, dans le tombeau hindou, où Georges Romero va énormément s'en inspirer après pour composer La Nuit des Morts Vivants. Clairement, oui. Et il le dit, il l'a revendiqué. Alors, on va reparler de ce... Ce n'est pas un détail ce que tu viens de dire, on va en parler, je vais accélérer. Donc, ce que je veux dire, c'est que Fritz Lang est à la MGM, il est très mécontent du cinémascope, c'est un format qu'il n'aime pas du tout, et quand il quitte la MGM, il se retrouve à la RKO, et il réalise ses 2 derniers films aux États-Unis,
à la RKO, et la RKO est sous la direction d'Howard Hughes. Alors vous imaginez, Howard Hughes, il était hors de question qu'il collabore avec Daryl Zanuck de la Fox pour le cinémascope, et il impose la réalisation des films en superscope, qui est un format encore plus difficile à utiliser que le cinémascope. Fritz Lang est complètement déboussolé, désorienté par l'utilisation de ces nouveaux formats cinémascope et autres, et les tensions sont telles sur les plateaux de tournage que le producteur à la RKO finira par succomber à une crise cardiaque. C'est pour vous dire que les tensions étaient fortes. Fritz Lang rentre en Europe et là on lui donne carte blanche et on lui donne la possibilité de faire le deuxième remake d'un film. Troisième. Le troisième. Il y a une version dans les années 20 oui. Et il y a une version pendant l'Allemagne nazie. Oui, donc il y a trois versions. Trois versions, ouais. Trois versions. Il y a trois versions au départ d'un travail d'écriture de son épouse, Thea von Arbo, et qui a écrit le scénario. Qui a écrit le livre, et le scénario. Et Fritz Lang tenait absolument à réaliser ce film. C'est une grosse production, c'est une production tellement importante qu'elle a nécessité une coproduction avec l'Italie et la France. Et ça, c'est l'origine des différentes versions originelles. La France a imposé un casting avec des acteurs français, l'Italie a imposé un casting avec des acteurs italiens, et Fritz Lang voulait tourner avec l'actrice américaine Debra Paget. Là, tu en sais quelque chose. On va être trop spécifique, mais Arthur Troner, qui est le grand, qui est à l'après-guerre, le grand producteur allemand, mais pratiquement un des plus grands producteurs allemands, le plus grand producteur d'Europe, veut produire le tigre du Bengale et le tombeau hindou. Il veut remettre ça en céréales exotiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Au goût du jour, il demande à Fritz Lang de venir. Fritz Lang renoue avec sa deuxième période allemande, celle qu'on appelle comme ça, hein, et il va faire 3 films, donc les 2 ici, et puis il va terminer par la malédiction du docteur Mabuse. Et il va rencontrer quand même beaucoup de problèmes avec Troner. Énormément de problèmes. Ceci dit, on lui impose Debra Paget. Il n'est pas convaincu que Debra Paget sera la grande actrice pour ce film. Ceci dit, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il tourne avec Debra Paget et paradoxalement, Debra Paget en fait a rendu ces 2 films immortels, parce que vous allez voir que Debra Paget dans les 2 films, donc elle joue une indienne tiraillée entre l'Occident et l'Orient, qui est une danseuse sacrée, et il y a 2 scènes de danse qui sont probablement, en tout cas vraiment des scènes d'un érotisme, d'une sensualité folle, où Debra Paget danse et bouge comme nul autre, quoi. Enfin, c'est vraiment, et on voit bien les liens qui sont faits presque au diptyque Siegfried que voilà, oui. et à Metropolis, où il y a toujours des danses absolument extravagantes et très très sensuelles. Mais là, paradoxalement, voilà, Lang voulait pas de Debra Paget, et Debra Paget a fait que ces films en fait sont restés dans la mémoire commune, et que tous les cinéphiles à travers les âges s'arrachent parce qu'on veut voir Debra Paget danser dans ces films. Alors le problème, c'est que Debra Paget est une américaine, et donc dans toutes les versions, la moitié des acteurs sont doublés. Alors quand la Cinémathèque allemande a appris que j'avais trouvé une copie miraculeusement, ils m'ont tout de suite dit c'est une Technicolor. Je dis oui, on va parler du Technicolor tout de suite, très vite, rassure-toi. et ils m'ont dit oui, et c'est quelle version? C'est une version. J'ai dit hélas, c'est une version française. Ils ont tout de suite dit c'est pas hélas, il y a 3 versions originales, la version italienne, la version allemande et la version française. Tu as parlé de danse exotique à la limite de l'érotisme. Eh bien, dans la version américaine, c'est coupé. Oui, parce qu'ils en ont fait un seul film. Ils en ont fait qu'un. Oui, et malheureusement, ces danses-là ont été coupées. En Belgique, la copie que vous allez voir a fait l'objet d'un contrôle pour qu'il soit projeté en format ennemi. Et lors de ce contrôle, ces scènes érotiques sont restées. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Par contre, il y a quelques images où on voit des lépreux, et cette scène-là a été coupée. Elle dure 35 secondes environ.
J'ai trouvé cette séquence en digital, et donc avant la projection du film, on va vous montrer la scène qui a été coupée dans la version qui a été distribuée. Et on va rendre à ce Club 35, on va lui donner une petite dimension d'archéologie du cinéma. Alors, je vais terminer en disant que Fritz Lang a tourné plusieurs films en Technicolor aux États-Unis, dont L'Ange des Maudits avec Marlène Dietrich. Et lorsqu'on goûte au Technicolor, on ne sait plus s'en passer. Quand Fritz Lang est rentré en Allemagne, il a exigé le Technicolor et on lui a donné pour certaines copies. Absolument. Donc, vous allez voir une vraie copie en Technicolor à encre. Et dernière chose, avant la projection du film, vous allez voir donc 2 minutes d'un film de Mario Bava en scope où vous allez vous rendre compte des paramètres qualitatifs du scope et que Fritz Lang refusait. Et vous allez voir que l'espace scénique dans Le Tigre du Bengale est extraordinaire et offre un confort sans précédent au réalisateur que le scope n'offre pas. Ça, c'est une chose. Et puisque le Technicolor est un procédé rare et tout à fait anormal en Allemagne, moins de 10 productions allemandes ont bénéficié de ce procédé. Je le sais parce qu'on a restauré 3 films pour Technicolor. Et là, ils m'ont dit « Ah, mais vous savez, c'est exceptionnellement rare. » Et la Belgique n'a bénéficié du Technicolor que dans un court-métrage et dans quelques tout petits spots publicitaires. Eh bien, j'en ai retrouvé. Alors, je voudrais vous montrer, avec vos accords, vous avez été d'accord, après ça, j'arrête. Voilà, donc comme avant-programme, j'aimerais aussi vous montrer un véritable trésor archéologique, un tout petit film d'animation belge en Technicolor. Ce sont les seuls films belges en Technicolor. Voici notre bonheur, notre cigarette. Saint-Michel, légère, en paquet rouge. Merci, bravo, bravo. C'est toi qui as choisi. Non, c'est formidable, c'est formidable. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Non, mais et le film a été tourné en Technicolor, mais avec un procédé particulier pour l'époque, qui est le Eastman Color. Oui. Tu peux expliquer un petit peu le Eastman Color ? Alors, mais oui, le Technicolor Trichrome est un système où il y a 3 films dans la caméra. Je vous préviens, c'est un
sujet très complexe. Et donc le Technicolor à l'origine, c'est 3 pellicules dans la caméra où chaque pellicule capte les luminances de rouge, vert et bleu. C'est un procédé très coûteux qui a été abandonné lorsque le cinémascope est arrivé parce que les caméras Technicolor n'étaient pas modifiables en cinémascope. Donc à partir de 1954, le procédé trichrome à 3 pellicules dans les caméras a été abandonné et remplacé par l'Eastman Color, parce que l'Eastman Color, les brevets venaient de tomber dans le domaine public et Eastman a immédiatement embrayé en commercialisant une série de brevets. Et donc le film a été tourné en Eastman avec une seule pellicule, une pellicule monopaque chromogène qui capte les 3 couleurs. Mais le négatif a ensuite été transféré sur 3 matrices, mais là ça devient compliqué. Donc le négatif Technicolor a fait l'objet d'une séparation trichrome, rouge, vert et bleu. Au départ de ces 3 séparations, on va fabriquer des matrices pour imprimer les images comme dans le procédé offset sur un film transparent. Et on va imprimer avec... C'est-à-dire qu'elle ne s'étalonne pas en même temps. Non. C'est pas possible. Non. C'est ça. Non. C'est d'ailleurs, mais en fait, si c'est un sujet qui intéresse plus tard le public, on fera une séance spéciale pour ça. On fera des séances spéciales. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va vous c'est distribuer des questionnaires Non, et vous allez devoir répondre à toutes les questions. Merci Fabrice. Merci beaucoup, Jean-Pierre. merci d'être là. Bonne Bonne séance. projection.